Bonjour à toutes et à tous. La mobilité a été frappée de plein fouet par la crise sanitaire. Pour autant, les grands enjeux du secteur demeurent. Premier enjeu, accélérer la transition énergétique. Les transports routiers représentent 27% des émissions de gaz à effet de serre dans notre pays, ce qui en fait la première source d'émissions locales. Deuxième, il y a 39,5 millions de véhicules thermiques en circulation dans notre pays, contre 470 000 véhicules électriques et hybrides rechargeables, et seulement 31 000 bornes de recharge ouvertes au public. Deuxième enjeu, régénérer les infrastructures de transport routières et ferroviaires en les adaptant aux modes de déplacement décarbonés. Et troisième enjeu, rendre la mobilité durable plus accessible en multipliant les alternatives à la voiture individuelle. Dans ce contexte, la Banque des Territoires a décidé de renforcer ses moyens d'intervention à l'occasion du plan climat. Nous prévoyons d'ici à 2024 de mobiliser 3,2 milliards d'euros de financement, prêts et fonds propres, pour développer la mobilité verte et résiliente, avec notamment pour objectif 10 000 véhicules verts, des bus au vélo et 50 000 bornes de recharge pour les véhicules électriques. La dynamique du plan climat est bien engagée dans la mobilité. À ce jour, ce sont plus de 400 millions d'euros qui ont été d'ores et déjà mobilisés. 139 millions d'euros de prêts dans 43 projets de création de pistes cyclables ou acquisition de bus au gaz naturel ou à l'hydrogène. 266 millions de fonds propres dans 33 projets, des flottes de bus électriques, des stations d'avitaillement hydrogène ou GNV, des infrastructures de recharge pour véhicules électriques, des flottes de matériel roulant propre partagé, ou bien encore la logistique urbaine. Pour illustrer, deux exemples de financement en fonds propres. Une trentaine de millions d'euros ont été engagés pour la création d'une douzaine de stations d'avitaillement hydrogène et une douzaine de stations d'avitaillement GNV. Ces projets concernent les régions Bourgogne-Franche-Comté, PACA, Pays de la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France et Île-de-France. En Île-de-France également, 233 bus électriques ont été financés pour la RATP avec un financement innovant, l'obligation performantielle pour un montant de 23 millions d'euros. Et pour terminer, deux exemples d'intervention en prêt, le MobiPrêt en l'occurrence. 1 million d'euros a été prêté à la communauté de communes de Rhin et Chérimont en Bourgogne-Franche-Comté pour la réalisation d'un tronçon de piste cyclable avec la création de 3 passerelles. Et 9 millions d'euros ont été prêtés à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée pour l'acquisition de 50 bus GNV et bio-GNV. Je vous remercie. Et on a une meilleure qualité en plus. Donc là, avec Orange alors que cette année, sur l'ensemble de la planète, cette mobilité a été largement en panne. Jusqu'alors, et ce depuis l'invention de la roue, 3000 ans avant notre ère, la mobilité de façon continue, c'était plus vite, plus loin, plus confortable et moins cher. La crise a mis un coup d'arrêt brutal à cette course. Et il faut regarder cette baisse de trafic et distinguer ce qui est conjoncturel de ce qui est structurel. Conjoncturel parce que effectivement les mesures de confinement, les mesures de restriction, les craintes sanitaires expliquent que les gens ont moins voyagé, mais normalement cette partie devrait retrouver son niveau d'avant crise assez rapidement ou plus longuement en fonction du mode de transport. Pour l'aérien qui est le plus touché, on parle d'un retour en 2024-2026. Puis il y a un facteur structurel, c'est-à-dire des comportements qui ont été modifiés en raison de la crise et qui vont continuer à être modifiés. Et ces comportements varient selon le type de transport. Pour ce qui concerne la mobilité liée aux liens familiaux amicaux, ce qu'en aérien on appelle les VFR, Visiting Friends and Relatives, très clairement, le retour se fera vite avec même sans doute un rattrapage aussitôt les mesures sanitaires mises en place et la crise finie. Pour ce qui concerne la mobilité touristique, qui est importante pour beaucoup de territoires en France, elle est liée à deux facteurs. D'une part, l'évolution du PIB et d'autre part, un nouveau facteur qui est la sensibilité environnementale. Et celle-ci dépend elle-même des classes d'âge plus fortes chez les jeunes que chez les anciens, mais aussi des zones géographiques. Elle est croissante en Europe, elle est relativement moyenne en Amérique du Nord et elle est totalement nulle en Asie.
Mais le domaine sur lequel la mobilité aura eu des changements structurels le plus important, c'est la mobilité liée au travail, que ce soit les mouvements pendulaires quotidiens pour aller travailler ou les déplacements d'affaires. Clairement, pendant la pandémie, le télétravail, pendant le confinement, le télétravail et les visioconférences ont montré que même s'ils ne pouvaient pas remplacer la présence sur les lieux de travail ou les réunions pour lesquelles il est important de se rencontrer, dans un certain nombre de cas, il est possible de ne pas aller tous les jours travailler, de travailler 1 ou 2 jours chez soi. Et par ailleurs, il est possible d'éviter tel ou tel déplacement professionnel, pas complètement indispensable, mais source de perte de temps et de fatigue. Et là, il y aura des changements. Alors, si on regarde la situation après crise, on voit que la mobilité a toujours les 2 mêmes grands défis, qui sont le défi de l'efficacité et le défi de la durabilité. Défi de l'efficacité au service du développement économique, au service de l'attractivité des territoires, au service de la qualité de vie, de la cohésion sociale et de la justice sociale. Défi de durabilité parce que dans un secteur, on vient de le dire, qui est un des plus gros producteurs d'émissions de gaz à effet de serre, la voie vers la décarbonation est importante et il est important d'atteindre l'objectif de moins 40% d'émissions d'ici 2030. Clairement aussi, ces objectifs ne seront pas les mêmes suivant les zones. Dans les zones urbaines, les agglomérations, la mobilité, la colonne vertébrale restera les transports publics, même si d'autres mobilités adjacentes sont importantes, on le verra. Et il est important de continuer à favoriser le report modal vers les transports publics. Dans les zones rurales ou périurbaines, l'automobile restera omniprésente, mais il faut poursuivre le développement de la voiture électrique avec à côté un panel de mobilité organisé par bassin de mobilité. Pour ça, il y a plusieurs conditions. La première condition, c'est de continuer les investissements pour offrir une offre de transport public de qualité, à la fois en fréquence et en confort, et offrir aussi des services numériques d'information sur les horaires, sur la fréquentation en temps réel. Et ça, il est important de continuer à profiter du trépied de ressources qui existe en France avec le versement mobilité des entreprises, les dotations publiques des collectivités et les recettes des usagers. Deuxième condition, c'est la complémentarité. Même si les transports publics restent la colonne vertébrale, ils ne sont pas seuls et il faut autour organiser un panel de mobilités différentes avec bien sûr le vélo, le covoiturage, l'autopartage, les taxis, etc. Ce qui signifie pour les collectivités de continuer à investir d'une part dans des voiries qui permettent cette complémentarité et deuxièmement dans ce qu'on appelle mobilité as a service, c'est-à-dire un outil numérique qui permet à chaque habitant de pouvoir choisir, commander et payer un mode de transport avec le même outil digital. Troisième condition, l'agilité. On voit les modes de déplacement, en particulier professionnels, vont évoluer. Et il faut absolument que autorités organisatrices et opérateurs soient agiles pour adapter leur offre, adapter leur tarification, remplacer l'abonnement par le paiement au voyage, qui permet de répondre à cette demande. 2 autres conditions importantes, c'est d'investir dans le futur, de continuer à investir dans la recherche sur le digital, qui va devenir de plus en plus important, sur de nouveaux modes, les voitures autonomes en sont un, sur de nouveaux modes de propulsion, je pense en particulier à l'avion du futur et avec l'hydrogène. Un autre thème, c'est celui de la mobilité des marchandises. Clairement, la logistique a son rôle à jouer dans cette double objectif d'efficacité et de durabilité, avec en particulier la livraison du dernier kilomètre dont on a vu que à cause du développement de l'e-commerce provoqué par le confinement, ça devient de plus en plus important de trouver des solutions. Et donc en conclusion, je pense que cette période a montré à chacun combien était importante la mobilité,
pas uniquement pour des raisons économiques, mais pour chacun d'entre nous, des raisons personnelles, familiales, culturelles, sociales, etc. Et que par conséquent, il est important de continuer à la développer, de ne pas la restreindre, mais la développer en continuant à investir dans la technologie, investir dans l'offre pour avoir à terme cette mobilité durable et inclusive. Merci. Bonjour. Donc on va parler maintenant mobilité en pratique. Donc je suis Anne-Marie Hydrac. Bon, écoutez, François Dagneau, c'est à vous que je passais la parole en premier. D'abord, on est chez vous, puisque vous êtes le maire du 18e. Donc 19e, ça commence mal. Bon, la crise, comment ça a changé les choses de votre point de vue sur la mobilité là autour de vous ? Bienvenue dans le 19e arrondissement, au 104, dans ces halles magnifiques qui font partie de notre patrimoine et qui montrent la façon dont la ville se réinvente et se renouvelle sur elle-même, dans un lieu très patrimonial et qui est d'ores et déjà tourné vers l'avenir. Et l'accueil de ce printemps des territoires en est une nouvelle illustration. Cette crise sanitaire, elle a évidemment modifié, bouleversé nos enjeux de mobilité, avec cette nécessité de garantir l'approvisionnement de nos territoires, de nos cœurs de ville, et de le faire dans le respect des règles sanitaires, mais plus encore dans le respect des exigences environnementales et écologiques, puisque la ville doit garantir l'ensemble de ses missions de production, d'approvisionnement, de circulation, de mobilité en général, et le faire dans une ville qui doit rester respirable et qui doit garantir la vivabilité pour ses habitants. Et donc ça amène effectivement à repenser et à accélérer sans doute tous les phénomènes qui sont d'ores et déjà engagés. J'ai à l'esprit par exemple l'amplification, l'accélération formidable, en tout cas marquante, de la vente en ligne qui a explosé tout au long des derniers mois dans un trend de progression durable, 10% de croissance chaque année, avec l'émergence aussi de ces mixités de distribution entre des ventes en ligne et des ventes en magasin. Et donc tout le secteur économique qui se réinvente et se renouvelle. Et nous devons nous garantir la façon dont tout ceci se fait dans le respect des exigences de nos concitoyens pour une ville qui reste totalement vivable. Oui, je vous remercie beaucoup de parler de la mobilité des marchandises, parce qu'on en parle peut-être moins d'habitude que celle des personnes. Cela dit, en ce qui concerne les personnes, on a vu quand même beaucoup se développer la marche, puis aussi le vélo. Si vous voulez, pour aller sur le terrain, là, je vous propose qu'on regarde une vidéo justement sur le développement du vélo qui nous est proposée par l'association Vélo et Territoire. C'est une vidéo de Camille Thomé. Donc je pense qu'elle va nous apparaître. Bonjour, je m'appelle Camille Thomé, je suis directrice de Vélo et Territoire, association qui fédère 120 collectivités territoriales françaises, coordonnateur du réseau national cyclable. Alors, Vélo et Territoire, ça offre un réseau de collaboration, d'échange et de stimulation aux collectivités territoriales mobilisées pour développer la France à vélo 2030, notre cap stratégique pour l'action, qui ambitionne 12% de part modale à cet horizon pas si lointain, qui ambitionne également l'achèvement des schémas structurants cyclables, dont le schéma national épine dorsale du réseau, qui ambitionne également de hisser la France au premier rang de destination mondiale pour le tourisme à vélo, de hisser la France également au sein des grandes nations cyclables. Nous ne sommes pour l'instant qu'une nation en développement sur ces questions-là. Et enfin, de diffuser la culture vélo et l'utilisation du vélo partout en France. Nous faisons œuvre de réseau et nous réunissons dans des objectifs partagés les collectivités de notre réseau, que ce soit à destination des élus qui font voter les budgets et les stratégies, ou des techniciens qui réalisent les aménagements cyclables, les complètent, les améliorent, les structurent.
Deuxième pan de mobilisation de Vélo et Territoire, c'est le volet de l'observation. Car sans indicateur fiable, on ne peut rien prouver, on ne peut pas porter plus loin le plaidoyer cyclable au niveau national. Et puis enfin, dernier pan de notre activité particulièrement marqué, c'est autour du développement du tourisme à vélo en France, avec de l'assistance à maîtrise d'ouvrage proposée à nos collectivités adhérentes pour le développement d'itinéraires cyclables à dimension touristique. Il devient évident dès lors qu'un territoire, quelle que soit sa taille, décide de conduire une politique cyclable. Tout territoire qui souhaite s'inspirer, qui souhaite se sentir porté, fédéré et collaborer, souvent a le réflexe de rejoindre le réseau Vélo et Territoire qui fédère quand même bon nombre d'entre eux à présent. Le vélo au quotidien, ce n'est pas l'apanage et ce n'est pas réservé au milieu urbain, c'est bien pour la France entière. La plupart des déplacements du quotidien faisant encore moins de 5 km. On va avoir beaucoup de nouveaux territoires à rejoindre le réseau qui, depuis le début de l'année, a enregistré 11 nouvelles adhésions, donc une croissance du réseau sans précédent à notre niveau aussi, et qui est sollicité beaucoup plus largement que jamais auparavant. Oui, voilà, donc les vainqueurs, si on peut dire, du confinement, bon, effectivement, ça a été le e-commerce et beaucoup d'initiatives prises par les collectivités locales pour favoriser, avec l'aide de la Banque de Territoire d'ailleurs, toutes sortes d'initiatives à la fois sur les véhicules et sur les stocks, sur les entrepôts. Le vélo, la voiture individuelle, voilà, mais tout ça en conciliant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les aspects économiques et écologiques. Bon. Et de ce point de vue-là, il y a pas mal d'innovations qui se font. Peut-être qu'on peut passer la parole à Monsieur Holland qui va nous présenter innovation intéressante soutenue par la Banque du Territoire qui est Station E. Racontez-nous ce que c'est. Bonjour, alors je suis fondateur de Station E. Donc Station E, en fait, nous investissons dans les territoires et nous déployons des stations multiservices qui intègrent la fonction de chargeur électrique. Nous prenons en charge évidemment tous les investissements en fonds propres, y compris l'exploitation, sans budget pour les collectivités. Et nous déployons également nos solutions dans les espaces privés, chez les propriétaires ou les entreprises. À partir de là, on inscrit en fait notre société sur des mobilités, sur 4 piliers de croissance qui drivent l'économie mondiale. Le transport vert, le digital avec des services de télécommunication, des services de proximité avec des circuits courts comme de l'autopartage, des casiers connectés. Et enfin, avec un réseau interconnecté, on va pouvoir analyser les données, ajouter des capteurs qui vont permettre d'apporter des services autour de tout ce qui est la ville intelligente. Mais plus important encore, c'est que nos stations ont une telle innovation qu'elles permettent d'accueillir des startups qui elles-mêmes vont pouvoir avoir des briques technologiques qui vont pouvoir s'intégrer au sein de nos stations et développer un peu comme on mettrait une app sur un smartphone. Une fois qu'on a créé le smartphone, on va pouvoir développer tout un tas d'activités. Et donc c'est source d'attractivité territoriale, mais également de création d'emplois. Super. Est-ce que c'est le genre d'initiatives qui peuvent intéresser votre arrondissement ou la ville de Paris ? Mais absolument, l'innovation est incontournable si nous voulons relever les défis que nous devons relever. L'innovation, ça passe aussi par la réglementation, le développement des zones à faible émission va contraindre l'ensemble des acteurs économiques à repenser, à réorganiser leurs modalités de distribution avec le recours à des motorisations électriques, avec le développement du vélo cargo, l'électrification de toute la flotte de distribution. Et je crois qu'il faut trouver le bon équilibre entre l'orientation donnée et quelque chose d'incitatif, parce que je ne suis pas sûr que les acteurs économiques spontanément s'engagent dans cette voie s'il n'y a pas un cadre qui pose l'objectif et qui fixe l'horizon à atteindre. Et au-delà de cette réglementation, je crois beaucoup à l'innovation. Et l'innovation, une société comme Sogaris, en partenariat avec la Banque des Territoires, essaie d'y contribuer tous les jours avec plusieurs axes. D'abord,
repenser l'organisation de la logistique urbaine pour sortir du modèle actuel avec d'immenses entrepôts un peu éloignés des villes qui génèrent des flux de circulation supplémentaires et avec deux enjeux. D'abord, rapprocher des espaces de logistique urbaine à l'entrée des villes pour raccourcir les chaînes de distribution et se rapprocher des consommateurs. Aujourd'hui, Paris, ce sont 200 000 livraisons de colis par jour. Et on sait que cette tendance-là oui, sans compter les matériaux de construction, sans compter les déchets, sans compter l'approvisionnement des restaurants et des magasins quand ils sont ouverts, etc. Oui. Absolument. Et il faut donc aussi que ces espaces de logistique urbaine deviennent des objets urbains et de beaux objets urbains. Tout près d'ici, Porte de Pantin, on vient d'en faire la démonstration avec un équipement qui trouve toute sa place dans un environnement exigeant sur le plan urbain. Et je crois que c'est un modèle qui va pouvoir être suivi. Et puis, il faut aussi que ces espaces se mettent au service des habitants et ne mettent pas la ville à leur service. C'est par exemple le cas de l'espace que nous portons dans le 3e arrondissement de Paris, dans Paris Centre, le cœur historique de Paris, où on a là un équipement qui va pouvoir se déployer et trouver toute sa place en cœur de ville. Je pense aussi à une autre initiative que nous portons en partenariat, celle-ci, avec la RATP, avec l'idée d'articuler mieux la mobilité des biens et la mobilité des personnes. Et nous avons un projet de centrale des mobilités qui vise à concilier justement la mobilité, le déplacement des biens et le déplacement, la mobilité des personnes. Bon, super. J'ai un tout petit désaccord avec vous, c'est qu'en tant que présidente de France Logistique, je sais bien qu'en fait, tous les acteurs économiques sont très, très engagés, avec d'énormes besoins d'accompagnement et en particulier des besoins de financement, parce que les véhicules, il faut les changer. Et puis, alors, Monsieur Jumel, si on part sur de l'électrique, bon, aujourd'hui, c'est plutôt du gaz qui assure la transition, je dirais, mais si on part sur de l'électrique, Enedis est très engagé, mais a besoin d'un sacré coup de main quand même pour ces fameuses prises. Racontez-nous ça. Oui, alors on est effectivement très engagé dans le développement de ce nouvel usage électrique ou de ces nouveaux usages électriques, parce que la mobilité électrique concerne bien sûr la voiture individuelle, mais elle concerne également les bus, elle concerne les vélos, elle concerne potentiellement les trottinettes. Donc il y a des formes de mobilité électrique qui se développent, qui sont très nombreuses. Je pense qu'on a tous le sentiment, et ce sera probablement répété dans la journée, qu'on est à un moment clé, on est à un moment pivot de cette électrification des transports. Et ça va se massifier. Et donc c'est un enjeu qui est un enjeu très important. On va passer en quelques années de 300 000 véhicules électriques aujourd'hui, 300, 400 000, à plusieurs millions en très peu d'années. Et donc, on parle des voitures et en ce qui concerne les camionnettes ou les camions, bon, d'ici 20 ans, on sera également sur quelques dizaines ou centaines de milliers. Donc ça va s'accélérer aussi. C'est très probable, effectivement, ça suivra tout de suite derrière. Donc ça veut dire que pour nous, pour une société comme Enedis, ça veut dire qu'il faut qu'on suive ce rythme-là. Il faut qu'on soit capable d'avoir un point de charge. Le point commun de tous ces véhicules, c'est qu'ils seront tous reliés au réseau public de distribution. Et donc, ça nous oblige sur la question des raccordements. Il faut qu'on soit capable de suivre le rythme de ces raccordements. Donc, on va évidemment se consacrer à ce sujet sur lequel on travaille depuis quelques années. Il y a des questions de délai, on le sait. Il faut absolument qu'on travaille là-dessus. On en fait un des axes forts de notre plan stratégique. Et puis, il y a la question des réseaux. Il faut que nos réseaux soient résilients, soient capables d'accueillir de façon la plus harmonieuse possible tous ces nouveaux usages de l'électricité qui vont s'y joindre. Alors aujourd'hui, on voit que ça se passe plutôt bien quand on est dans des maisons individuelles. Les gens arrivent à se charger relativement facilement. 87% des gens qui sont en maison individuelle, d'ailleurs, ne nous demandent même pas d'augmentation de puissance, le font avec la puissance qu'ils ont souscrite initialement. Donc on voit que c'est assez fluide. C'est pas la même chose pour les copropriétés. On voit que dans les immeubles, il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet pour savoir comment les gens peuvent, en parking, accéder à des solutions de recharge. Il faut vraiment qu'on y travaille. C'est un sujet qu'on regarde avec la Banque des Territoires d'ailleurs. Et puis, il y a bien entendu les points de charge sur le domaine public, avec de très nombreuses initiatives, innovations, comme Station E, avec qui on travaille également d'ailleurs. Et là, bon, il y a le plan 100 000 bornes qui souhaite accélérer, et on y est associé, ce type de bornes. Il y a la question des autoroutes. Enfin, on voit qu'on est au début
d'un phénomène de massification. Et c'est vraiment un enjeu qui est très très fort, sur lequel on est très mobilisé. Mais qu'est-ce qui coince alors? C'est des questions de gouvernance, c'est des questions de finances? Qu'est-ce qui permettrait d'aller encore plus vite? Alors, selon les cas, on voit qu'il y a effectivement, dans les copropriétés, il y a des processus de décision qui sont très longs. Vous savez que c'est soumis à l'AG, les décisions d'Assemblée générale sont compliquées. Il y a eu une vraie progression avec le droit à la prise, qui a offert des solutions très pragmatiques, j'allais dire, à certains copropriétaires, mais ce n'est pas suffisant. Ça va aller quand on aura 1, 2, 3 demandes dans un immeuble, mais dans 5 ans, on aura 20% peut-être des personnes qui voudront acquérir des véhicules électriques. Et là, ça va poser d'autres types de problèmes. Donc cette massification, là, dans ce cas, il faut effectivement qu'il y ait quelques verrous, probablement de nature réglementaire, peut-être, qui sautent. Mais en tout cas, il faut travailler sur la fluidité de la décision. Les solutions techniques, on les connaît, elles sont simples. Mais il faut que l'Assemblée générale puisse en décider. Sur les questions d'autoroutes, par exemple, on est en train de travailler actuellement à des partenariats avec des sociétés concessionnaires pour voir comment on peut paralléliser les demandes entre le choix d'un sous-concessionnaire et les demandes de raccordement, qui sont plus longues. C'est des stations de très forte puissance, donc il faut dans tous les cas anticiper. Et avec les collectivités, il y a un très bel outil qui est en train de se mettre en place, que sont les schémas directeurs des infrastructures de recharge de véhicules électriques. C'est un peu long, mais c'est un très très bel outil auquel nous, on souhaite être associés le plus tôt possible pour travailler avec tous les territoires à leur schéma directeur et voir comment ça peut être le plus harmonieux possible avec le réseau pour aller le plus vite possible justement vers les solutions que les territoires souhaitent retenir. Surtout ces sujets de mobilité, moi j'ai toujours remarqué que pour avancer, c'est vraiment du public-privé. C'est impératif d'avoir cette approche-là. Et puis le cocktail, comme vous le disiez, monsieur le maire, entre un peu d'incitation, pas mal d'accompagnement, d'aides qui ne sont pas simplement financières d'ailleurs. Comme vous le disiez, quelquefois c'est plutôt des arrangements réglementaires. Comment est-ce que vous vous situez, Station E, dans ce type de dialogue avec les collectivités ? D'abord, on va voir les collectivités en fait, qui nous accueillent, qui souhaitent accueillir nos investissements. Je voulais ajouter une chose sur la question de la croissance de l'acquisition de véhicules électriques par la population versus la croissance du déploiement du parc. Aujourd'hui, le parc se déploie environ 15% de croissance. On est à 10%, je crois, des voitures achetées l'année dernière en France, c'est ça, oui. Oui, et en termes de véhicules, on dépasse les 150%. Nous pensons chez Station des 150% par an de quoi? de croissance d'achat de véhicules électriques. Ah oui, donc il va y avoir à un moment donné une question qui va se poser. Et nous croyons chez Station E, nous pensons que la population achètera un véhicule avec des kilomètres comme on achète un téléphone avec des gigas. C'est-à-dire qu'un véhicule, on peut l'acheter très vite, on peut le louer très vite, on peut le partager très vite, mais une station, pour l'installer, ça prend quelques mois. Et donc, il y avait une vraie difficulté. Et donc là, il faut investir. Et donc, c'est de l'investissement privé. Donc nous, ma vision, en tout cas celle que je porte, c'est qu'il faut investir dans l'infrastructure, rendre économiquement viable la charge électrique qui aujourd'hui est un petit peu compliquée, et donc d'ajouter autour de cet équipement qui est raccordé grâce à Enedis, y ajouter des technologies, y ajouter des services supplémentaires de circuits courts ou de télécommunications. Et là, on va vite. Et on n'est en plus pas obligé d'aller au travers d'appels d'offres. Donc ça va très très vite. Donc, pourquoi pas à travers d'appels d'offres ? Parce qu'en fait, ce sont des projets d'initiative privée qui sont à la fois ni exclusifs, ni sur des ressources rares et qui permettent de se déployer très vite. Donc là, on a vraiment une agilité que déploie Station actuellement pour aller très vite et accéder ou en tout cas essayer d'atteindre l'objectif ou participer à l'objectif des 100 000 stations. D'accord. Et en ce qui concerne Enedis, je ne parle pas des autoroutes, mais pour les villes, quel type de dialogue vous avez avec les collectivités locales là, qui nous écoutent ? Alors, on est très présent sur le territoire, sur tous les territoires, puisqu'on a environ 800 agences où travaillent nos 36 000 salariés. Donc, il y a une présence territoriale qui est très très forte et il y a eu l'habitude de travailler et de discuter avec les collectivités concédantes. Donc, il y avait à la base, évidemment, ce discours qui était très riche. Et maintenant, il est donc enrichi de cette nouvelle coopération possible. Ça se déroule dans le cadre des discussions que nous avons habituellement avec les collectivités. Ça se déroule quand il y a des demandes précises de la part des collectivités pour déployer un réseau de bornes. Et nous l'espérons, ça va se dérouler de plus en plus dans le cadre de ces schémas directeurs
qui devrait organiser justement la concertation sur ces sujets et auxquels on souhaite prendre toute notre part. On a développé des outils pour cela, on a développé des outils de simulation de mobilité sur des territoires, couplés à la topographie de nos réseaux pour essayer d'optimiser tout cela. Donc moi je reviens sur le maître mot, c'est l'anticipation. Les infrastructures effectivement mettent beaucoup de temps à se déployer. Et les schémas amont qui ne peuvent se construire que dans la concertation, mais dans tous les domaines effectivement c'est des schémas. Donc là aussi, donc M. Dagneau connaît bien et très très bien les questions de logistique. S'il n'y a pas de schéma qui permettent l'implantation des types d'équipements que vous avez dit tout à l'heure, et des schémas de montée en puissance sur 10 ans, 20 ans, je ne sais pas, des véhicules à meilleure motorisation, on ne réussit pas à rassembler les énergies ni les financements, quoi. Donc, vous voulez avoir le mot de la fin ? Le mot de la fin, je ne sais pas, le débat est loin d'être terminé. En tout cas, je crois beaucoup il faut que les collectivités, les territoires assument leur mission de prescription. Non pas dans l'autarcisme, mais en s'appropriant les enjeux de l'ensemble des acteurs économiques, donc dans un dialogue et une prise en compte des contraintes des uns et des autres. Mais je crois quand même que c'est aux collectivités, aux territoires de fixer le cap, non pas sans dialogue, mais dans le cadre d'un dialogue. Et si je vous rejoins, Anne-Marie Idrac, sur la nécessité de saluer l'engagement des acteurs économiques sur tous ces défis, je pense qu'il y a certains secteurs qui sont un peu à la traîne. Je pense par exemple aux sujets qui montent en ville, et il faut que chacun l'ait à l'esprit, sur la façon dont aujourd'hui sont approvisionnés les réseaux de supermarchés. Les va-et-vient de gros camions dans des rues et dans des villes qui sont de moins en moins faites pour les accueillir, commence à susciter beaucoup de tensions, et c'est là que je pense que les choses ne se feront pas forcément toutes seules et qu'on va devoir assumer de fixer le cap et de rappeler un certain nombre de règles pour que la ville, que tout ça reste vivable. Oui, mais vous savez, moi je crois que en fait beaucoup d'acteurs économiques demandent des règles et veulent des règles. Et discuter bien évidemment, mais des règles. Bon, par exemple, si on veut pas de camions, on aura plus de camionnettes. Donc on aura différents types d'encombrement de la ville. Bon, il y a des villes qui choisissent plutôt les camions en petit nombre, d'autres plutôt les camionnettes en grand nombre. Bon, mais c'est intéressant effectivement que les villes donnent en quelque sorte les cahiers des charges. Bon, ensuite c'est aux acteurs de s'adapter. Voilà. Bon, moi j'ai l'impression que sur ces sujets de mobilité, qu'il s'agisse des personnes où finalement grâce à vous on est parti un peu plus que d'habitude sur les marchandises. Bon, on voit bien l'axe. L'axe c'est le développement / durable. Bon, avec comme vecteur en particulier, évidemment, dans un pays nucléaire comme la France, l'électrification à laquelle, via des différentes innovations, la banque apporte beaucoup de choses. Et il y a beaucoup d'initiatives de toutes sortes qui vont du vélo, électrique ou pas électrique, la marche à pied. Et puis évidemment, n'oublions pas, surtout ici dans un groupe qui a l'un des acteurs mondiaux majeurs du transport en commun, je parlais de Transdev, mais enfin il y en a d'autres évidemment en France, sans oublier bien entendu la nécessité malgré tout, comme l'a dit Pierre Rouboin au début, de trouver des modèles de transport public qui s'adaptent aux conséquences de la crise, dont on espère qu'elle ne sera pas trop durable. Merci de ce débat passionnant. Au revoir.